Une phrase prononcée en Floride a traversé l'Atlantique avant de rouvrir une vieille blessure. Quand Donald Trump a promis de protéger le Nigeria, l'écho a frappé jusqu'à Ouagadougou. Calme mais tranchant, Ibrahim Traoré a répondu « L'Afrique n'a pas besoin de croisades, mais de respect et de souveraineté. » Alors, si la liberté vient avec des conditions, est-ce encore la liberté ? Dans l'onde qui suivit, Abuja cherchait un équilibre impossible. Chaque mot venu de Washington pesait comme un verdict, chaque silence risquait d'être lu comme une faiblesse. Le président Tinubu promit de protéger son peuple sans se soumettre, de garder la foi sans l'offrir en gage. Cette promesse sobre mais lourde fut entendue sur tout le continent. Entre sécurité et souveraineté, il faudrait désormais choisir. Les conseillers les parlaient de partenariat, les généraux de frontières, les économistes d'investissement qui partent plus vite qu'ils n'arrivent. Mais derrière ces dossiers, un danger plus subtil rôdait, celui de confondre aide et autorité. Car chaque fois que l'Occident prétend sauver, l'Afrique paie en autonomie ce qu'elle reçoit en appui. Et dans cette tension fragile, la voix de Ibrahim Traoré devenait un repère, un rappel obstiné que le respect n'est pas une faveur. L'enjeu n'était plus seulement la foi ou la politique, c'était la définition même de la liberté. Le matin suivant, un écran allumé à Lagos révéla la portée réelle du discours. En quelques heures, une seule phrase prononcée en Floride avait fait vaciller la diplomatie d'un continent. Les chaînes africaines traduisirent, commentèrent, disséquèrent chaque mot de Trump comme s'il s'agissait d'un ultimatum déguisé. Se montra une vérité brute. La fragilité du Nigeria ne venait pas seulement des armes, mais du récit imposé sur lui. À Abuja, la réunion d'urgence convoquée par Tinubu rassembla diplomates, chefs militaires et économistes. Les rapports affichaient 3 chiffres qui glacèrent la salle. Plus de 200 millions d'habitants, 6000 milles d'écho médiatique et un déficit de confiance impossible à quantifier. Ces données suffisaient à comprendre pourquoi le moindre mot étranger devenait une onde de choc. Depuis la guerre en Libye, chaque promesse de protection s'était soldée par une perte d'autonomie. Pendant que les experts débattaient du ton à adopter, Ibrahim Traoré apparut sur les écrans du Sahel. Il déclara que l'Afrique devait parler d'elle-même avant d'être traduite. Ces mots, sobres mais fermes, mirent en lumière ce que les chancelleries préféraient taire. La souveraineté n'est pas un privilège diplomatique, mais une condition d'existence. L'Alliance du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, en faisait déjà la démonstration. En expulsant les conseillers militaires étrangers, ces États cherchaient moins la provocation que la cohérence, défendre sans permission, choisir sans tuteur. Dans cette tension, le Nigeria devenait un miroir. Ses choix allaient dessiner la frontière morale d'une Afrique nouvelle, l'indépendance face à la dépendance masquée. Et à mesure que la pluie tombait sur Abuja, une question se glissa dans les couloirs du pouvoir. Comment protéger sa foi sans perdre sa voix ? Dans cette tempête politique, les visages devinrent des symboles. Au Nigeria, le président Tinubu s'efforçait de projeter la fermeté d'un chef tout en ménageant les alliances qui maintenaient son économie à flot. Chaque mot public était pesé, chaque geste observé, et pourtant quelque chose échappait toujours, la conviction populaire. Dans les rues de Lagos, les affiches religieuses et les banderoles patriotiques se mêlaient, révélant une population divisée entre peur et fierté. Un jeune journaliste, Moussa Bello, osa publier un éditorial intitulé « Sauver ou se soumettre ». Son texte circula comme une étincelle. Il y racontait comment, lors d'une mission humanitaire précédente, l'aide s'était arrêtée avec les caméras. Ces mots touchaient à un nerf collectif, la mémoire des promesses importées. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré fit écho à cette colère contenue en déclarant que la dignité ne se mendie pas, elle se vit. Sa phrase franchit les frontières, reprise par des étudiants, des prédicateurs et même certains militaires nigérians discrets. Le véritable guide de cette séquence n'était pas un seul homme, mais une idée, celle d'une souveraineté vécue au quotidien. Les commerçants de Kano refusèrent les subventions conditionnées. Des enseignants de Kaduna organisèrent des débats sur l'autonomie éducative. Des jeunes en ligne traduisirent les discours de Traoré en Haoussa et en Yoruba.
Petit à petit, l'abstraction politique prit corps. La défense nationale cessait d'être une affaire d'État pour devenir un réflexe collectif. Tout commença par une tempête. Pas sur un champ de bataille, mais sur les ondes. Le discours de Trump, retransmis en boucle sur les chaînes américaines, atteignit Abuja avant même que les diplomates aient fini de le traduire. Les premières heures furent confuses. Les conseillers nigérians hésitaient entre minimiser ou réagir. Mais dès que les tabloïds étrangers titrèrent « Les États-Unis prêts à agir pour protéger les chrétiens », la neutralité devint impossible. Tinubu convoqua un conseil de sécurité à huis clos. Autour de la table, les rapports s'accumulaient, hausse des violences intercommunautaires dans le nord, rumeurs de nouvelles milices, et cette phrase de Washington qui résonnait comme un rappel à l'ordre. Chaque ministre interprétait différemment le mot « protéger ». Pour les uns, c'était une garantie. Pour les autres, une menace à peine voilée. Les journaux d'État tentèrent d'apaiser la panique, mais les réseaux sociaux, eux, amplifiaient la fracture. À Lagos, des rassemblements se formèrent devant les ambassades occidentales. À Kano, des prêcheurs appelaient à l'unité. À Port Harcourt, des étudiants affichaient sur les murs « Pas de sauveurs, seulement des partenaires ». Et au-dessus de ce tumulte, la voix d'Ibrahim Traoré résonna depuis Ouagadougou. « L'Afrique n'a pas besoin de messie, dit-il, elle a besoin de respect. » Ces mots, sobres mais tranchants, furent repris par les radios de Bamako à Niamey. En moins de 24 heures, le hashtag Notre foi, notre terre dépassa le million de partages. À Paris, les diplomates craignaient un effet domino. À Washington, on parlait déjà d'une mauvaise interprétation culturelle, mais le mal était fait. Les manifestants nigérians n'attaquaient pas l'Occident. Ils réclamaient le droit de décider eux-mêmes. Dans les mosquées, les sermons prêchaient la retenue. Dans les églises, on chantait la paix. Pour la première fois depuis longtemps, les deux voix priaient pour la même chose. Ne pas redevenir un terrain d'essai géopolitique. À mesure que la pluie tombait sur Abuja, Tinubu se tenait dans son bureau, le regard fixé sur une carte du Sahel. Il savait que chaque mot, désormais, pèserait plus lourd qu'une armée. Le Nigeria ne pouvait pas survivre isolé, mais il ne pouvait pas non plus se rendre. Et dans ce fragile espace entre prudence et fierté, se dessinait la trame d'un continent prêt à se redresser. Car cette fois, il n'y aurait pas d'intervention sans mémoire, ni de protection sans dialogue. Le tonnerre dehors scanda la même idée que Traoré. La liberté n'a pas besoin d'autorisation. Les chiffres ne mentent jamais, mais ils ne suffisent pas à dire la vérité. Dans les rapports confidentiels d'Abuja, 3 ensembles de données résumaient la crise. Le taux de chômage des jeunes dépassait 33%. Les importations de blé venues des États-Unis avaient chuté de 22% depuis l'embargo de 2022 et le budget de la défense absorbait désormais 13% des dépenses nationales, un record depuis 10 ans. Ces 3 chiffres formaient la base du dilemme. Comment sécuriser un pays quand chaque sécurité importée coûte une part d'indépendance? Pour les conseillers économiques, le delta était clair. En 3 ans, la dépendance extérieure du Nigeria avait reculé de 8%, mais la perception de vulnérabilité avait doublé. Autrement dit, moins d'aide matérielle, mais plus de soupçons politiques. Le ministre des Finances appela cela le paradoxe du progrès négatif. Et dans ce paradoxe, Ibrahim Traoré vit une leçon continentale. Tant que les statistiques seront lues à Washington avant d'être débattues à Lagos, aucun indicateur ne reflètera la réalité africaine. Les diplomates américains insistaient sur la dimension humanitaire de leur alerte, citant des rapports internes sur la protection des minorités chrétiennes. Mais à Abuja, ce vocabulaire avait un goût de déjà-vu. Chaque mention de sécurité préventive rappelait la Libye, chaque allusion à stabilité régionale réveillait les souvenirs du Sahel. Le général Oladipo résuma le sentiment de la salle. « Nous ne rejetons pas la foi, nous refusons la tutelle ». Cette phrase, reprise par les chaînes nationales, fit plus pour l'unité que toutes les statistiques combinées. Les données militaires montraient aussi un changement plus subtil. Depuis 2021, le nombre d'exercices conjoints avec des puissances occidentales avait baissé de 40%. Tandis que les échanges avec les pays du Sahel avaient augmenté de 60%. Ce rééquilibrage ne traduisait pas seulement une stratégie, il signalait une volonté, celle d'appartenir à une défense régionale plutôt qu'à une alliance dépendante. À Ouagadougou,
Traoré appela cela l'économie du courage. Le choix d'investir dans la dignité plutôt que dans la dette. Il rappela qu'en 2023, malgré une croissance modeste de 3,5%, le Burkina Faso avait réduit sa dépendance énergétique externe de 17% grâce à des coopérations internes africaines. Ces chiffres, isolés, semblaient modestes, mais replacés dans le contexte d'une Afrique cherchant à exister sans tuteur, ils prenaient une dimension symbolique. Les analystes occidentaux s'en méfiaient. Ils y voyaient le signe d'un isolement. Les Africains, eux, y lisaient la preuve d'un réveil. Et tandis que les marchés tentaient d'évaluer les risques, les citoyens commençaient à évaluer leurs propres valeurs. Dans les chiffres froids de l'économie, une chaleur nouvelle s'installait, celle de la conviction. L'Afrique, disait-on désormais, à Lagos comme à Bamako, ne voulait plus seulement survivre, elle voulait compter. Les débats qui suivirent divisèrent le continent en deux écoles de pensée. La première, incarnée par les pragmatiques d'Abuja, plaidait pour la coopération avec l'Occident. Selon eux, le Nigeria ne pouvait pas ignorer les menaces terroristes, ni se couper des flux financiers vitaux. L'aide, disait-il, n'est pas une dépendance si elle s'accompagne de conditions transparentes. Un diplomate résuma la position : mieux vaut négocier notre souveraineté que la perdre par isolement. Face à eux, la seconde école, celle de l'autonomie radicale, soutenue par les voix du Sahel et Ibrahim Traoré, défendait l'inverse. Elle affirmait que la dépendance, même négociée, finit toujours par coûter la dignité. Pour ces dirigeants jeunes et résolus, la coopération n'est utile que si elle commence par le respect. Il rappelait que les interventions passées, souvent justifiées par des motifs humanitaires, avaient laissé des cicatrices politiques durables, et qu'aucun peuple ne se libère sous escorte. Entre ces deux positions, un troisième courant tenta d'émerger, celui du réalisme africain. Il proposait de repenser les partenariats, non pas en les rejetant, mais en les réécrivant. Pour ces réformateurs, le vrai enjeu n'était pas de choisir entre Washington et Ouagadougou, mais de redéfinir la manière dont l'Afrique dialogue avec le monde. Il citait l'exemple de la coopération agricole entre le Ghana et le Burkina Faso, sans ingérence, mais avec résultats mesurables. Le débat atteignit son apogée lorsqu'un conseiller d'État osa poser la question essentielle. Peut-on vraiment être protégé sans être possédé ? Le silence qui suivit valait plus qu'un discours, car il révélait ce que chacun craignait d'admettre. Même les bonnes intentions deviennent dangereuses quand elles franchissent la frontière du choix libre. Et au centre de cette réflexion, la voix calme de Ibrahim Traoré resta le fil conducteur. La souveraineté n'est pas un cri de rupture, c'est une manière d'habiter le monde sans s'excuser. Sur les écrans de Ouagadougou, Ibrahim Traoré apparut, le visage calme, la voix ferme. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée par ceux qui l'ont fait saigner. 8 mots, un choc. Ce fut le midpoint, l'instant où le récit bascula. Jusqu'ici, les discours africains répondaient aux accusations venues d'ailleurs. Désormais, ils prenaient l'initiative. Les étudiants de Lagos lancèrent une campagne « À notre foi, notre voix ». À Bamako, des artistes peignirent Traoré brisant une chaîne. Dans les marchés, les conversations changèrent de ton. Ce n'était plus « que vont-ils faire ?» mais « que ferons-nous ?» Les chancelleries occidentales minimisèrent l'incident, parlant de malentendus sémantiques, mais l'élan était irréversible. Pour la première fois, l'émotion n'était pas celle de la colère, mais celle d'une lucidité nouvelle. On ne parlait plus de crise religieuse, mais de respect différé. Le milieu du récit, comme le milieu d'un continent, venait de se redresser. Et derrière le ton mesuré, on entendait déjà le bruit du changement, celui d'une Afrique qui cessait d'attendre la permission. Les jours qui suivirent furent décisifs. Dans les rues du Nigeria, et la pluie laissa place à un murmure collectif. Il ne s'agissait plus seulement de foi, mais de respect. Les conséquences du discours de Trump se lisaient à 4 niveaux: gouvernement, entreprise, société et région. Le président Tinubu fit face à une fracture interne. Son cabinet se scinda en deux, les partisans de la coopération militaire et ceux de la neutralité souveraine. Les premiers brandissaient d'abord le risque terroriste dans le nord, les seconds rappelaient que chaque soldat étranger ramenait avec lui une ombre politique. Sous la pression, Tinubu choisit une voie médiane, renforcer les patrouilles locales tout en refusant l'ingérence directe. Ce choix, prudent mais audacieux, lui valut autant de critiques que d'admiration. Les marchés réagirent immédiatement. La monnaie nationale perdit 4% en 3 jours avant de se stabiliser sous l'effet d'accords énergétiques
avec la Chine et l'Inde. Les investisseurs occidentaux suspendirent plusieurs projets, tandis que de jeunes entrepreneurs nigérians lancèrent des campagnes Buy African First. Un économiste d'Abuja parla d'un tournant de souveraineté financière. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré salua cette initiative comme le début d'une économie d'identité. Dans les églises et les mosquées, les sermons changèrent de ton. Le mot souveraineté remplaça peu à peu celui de salut. Des collectifs citoyens naquirent, Voix de Lagos, Foi libre, Terre nôtre. Ces mouvements prônaient la vigilance plutôt que la vengeance. Ils refusaient de transformer la foi en frontière. Leur message, protéger sa croyance, c'est protéger le droit de l'autre à croire autrement. Dans tout le Sahel, l'onde de choc se propagea. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso multiplièrent les consultations avec le Nigeria pour créer un conseil de défense souverain. Les chancelleries occidentales redoutaient la naissance d'un bloc afrocentré. Pourtant, à Bamako, à Niamey et à Accra, l'idée d'une coordination africaine suscita l'enthousiasme. C'est notre OTAN moral, titra un journal local. Cette période redessina la carte invisible des influences. L'Occident perdit en autorité ce qu'il gagnait en méfiance. L'Afrique, elle, gagna en cohésion ce qu'elle risquait en isolement. Et dans cette équation, une constante demeurait, la voix d'Ibrahim Traoré, répétant que la dignité n'est pas négociable. 6 mois après la tempête, 3 trajectoires possibles se dessinaient pour le Nigeria et au-delà pour tout le Sahel. Le gouvernement de Tinubu maintient sa politique de prudence. Les forces locales consolident la sécurité intérieure, tandis que les alliances régionales gagnent en solidité. Les échanges avec le Burkina Faso et le Mali deviennent réguliers. Les projets d'infrastructures partagées progressent lentement, mais sûrement. Le pays reste fragile économiquement, mais la stabilité sociale s'améliore. Les tensions interconfessionnelles diminuent, preuve que la souveraineté peut coexister avec la paix. Porté par la dynamique panafricaine, Abuja prend la tête d'un forum de sécurité sahélienne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le bloc du Sahel formalise une coopération militaire et technologique sans tutelle extérieure. Des investisseurs africains et asiatiques injectent des capitaux dans l'agriculture, l'énergie solaire et la logistique. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, trouvent une raison de rester. Les médias occidentaux parlent d'un moment d'indépendance concrète. L'Afrique, pour la première fois depuis des décennies, définit sa propre architecture de défense et de développement. Sous la pression des marchés et des menaces terroristes, Abuja finit par céder à un programme d'assistance étrangère. Les forces occidentales reviennent sous couvert de missions humanitaires. La coopération se transforme en tutelle et le cycle se répète, perte de confiance, regain de colère populaire, divisions internes. L'élan panafricain se fissure. La promesse de respect s'étiole sous le poids des pragmatismes. Entre ces 3 issues, un même fil conducteur. Si la liberté doit se négocier, alors elle n'est plus entière. Et comme le rappela Ibrahim Traoré, les nations qui marchent seules avancent lentement, mais elles marchent debout. Ainsi, les 12 prochains mois ne décideront pas seulement de l'avenir du Nigeria, mais de la capacité de tout un continent à transformer la résistance en projet. Sous le ciel lourd de Lagos, la politique redevint personnelle. Ce qui se jouait entre États touchait désormais les familles, les écoles, les lieux de prière. Les citoyens ordinaires se demandaient comment, à leur échelle, préserver cette liberté si chèrement défendue. Car la souveraineté n'était plus un slogan lointain, c'était une responsabilité quotidienne. Un enseignant de Kaduna expliqua à ses élèves que la dignité commence quand on parle pour soi. Une mère de famille à Abuja décida d'acheter exclusivement des produits fabriqués localement. Un jeune vidéaste lança une série intitulée « Nous le Sahel », racontant la vie quotidienne de ce qu'on résume souvent à des statistiques, et dans ces gestes minuscules, l'idée d'autonomie prit cher. Les artistes se joignirent au mouvement. Peintures murales, chansons, poèmes circulaient sur les réseaux. Tous portaient le même souffle, celui d'un continent qui refuse d'être raconté à sa place. Ibrahim Traoré devint moins une figure politique qu'un symbole partagé, la preuve qu'un ton calme peut déplacer des montagnes. Même ceux qui ne partageaient pas son idéologie reconnaissaient en lui une cohérence rare. Parler peu, agir beaucoup. Dans cette atmosphère d'éveil, la question s'adressait désormais à chacun. Comment, dans nos vies ordinaires, continuons-nous à mériter la liberté ? Le changement
n'était plus attendu d'en haut. Il se tissait au ras du sol, dans les regards, les choix, les conversations. De la confusion initiale naquit une méthode. Le Nigeria comprit que aucune souveraineté ne se décrète. Elle se construit, étape après étape. Sous la pression populaire, le gouvernement formula un plan à 5 volets, un roadmap de dignité partagée. Renforcer les institutions locales. Les gouverneurs régionaux obtinrent plus d'autonomie budgétaire, notamment pour les projets agricoles et éducatifs. Chaque État fut tenu de publier ses dépenses en ligne, afin que la transparence devienne un réflexe, non une faveur. Consolider la sécurité endogène. Des brigades mixtes, formées de civils et de militaires, furent créées pour surveiller les zones frontalières sans présence étrangère directe. Leur mission, protéger sans provoquer. Relancer la coopération africaine horizontale. Abuja, Bamako et Ouagadougou signèrent un accord de recherche partagé sur l'énergie solaire et la logistique. Le message était clair, produire ensemble plutôt que dépendre séparément, construire une économie morale. Les universités nigérianes introduisirent un module obligatoire intitulé « Éthique et souveraineté », montrant que la liberté ne se limite pas à l'indépendance militaire, mais s'étend à la pensée et à la parole. Refonder la diplomatie. Au lieu de refuser l'Occident, le Nigeria proposa un partenariat symétrique, dialoguer d'égal à égal sans condition ni dette morale. Dans ce plan, la voix d'Ibrahim Traoré trouva un écho concret. Le respect se mesure à la manière dont on traite celui qu'on ne peut pas contrôler. Et pour la première fois depuis longtemps, cette phrase semblait applicable. Sous un ciel gris de Ouagadougou, la foule se rassembla une dernière fois. Les drapeaux du Sahel ondulaient au vent, mêlant poussière et espérance. Ibrahim Traoré monta sur l'estrade, non comme un chef d'État, mais comme un témoin. Il rappela la promesse faite des mois plus tôt, que l'Afrique se tienne debout, même seule, même blessée. À cet instant, les visages n'étaient plus en colère. Ils étaient graves, lucides, conscients d'avoir franchi un point de non-retour. Dans la main d'un jeune manifestant, une pancarte portait 3 mots simples. Respect, foi, dignité. Ces mots résumaient tout le parcours, la peur, la patience, la résistance tranquille. À Abuja, le président Tinubu regardait ces images sur sa tablette. Il comprit qu'il ne s'agissait plus d'une crise diplomatique, mais d'un basculement moral, car ce que Traoré venait d'incarner dépassait les frontières, le retour d'une voix qu'on croyait perdue. Et quand la foule reprit en chœur « Nous n'attendons plus la permission », le message résonna jusque dans les couloirs de Washington. La rébellion était devenue prière. Et la prière, cette fois, parlait d'avenir. L'histoire ne se clôt jamais vraiment. Elle se prolonge dans le silence de ceux qui écoutent. De Lagos à Bamako, les conversations continuent, mêlant fatigue et fierté. La phrase d'Ibrahim Traoré « La liberté n'a pas besoin de permission » circule désormais comme un refrain collectif. Non pour opposer, mais pour rappeler « La dignité est un dialogue. Chacun y trouve sa part. » Les jeunes qui rêvent d'entreprendre sans dette morale. Les croyants qui refusent que leur foi serve de drapeau. Les gouvernants qui redécouvrent que gouverner, c'est répondre, non dominer. L'Afrique n'est pas un sujet, elle est une voix, et cette voix, le monde doit l'écouter avant de lui répondre. Alors, si la liberté commence par l'écoute, la question qui demeure n'est plus « qui nous sauvera ?», mais sommes-nous prêts à nous entendre ? Et si vous croyez, vous aussi, qu'une nation n'a pas besoin d'autorisation pour exister, restez, partagez et laissez cette voix continuer à se faire entendre.